Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce dernier audio cours avant les congés qui vont nous faire du bien. On en saura peut-être plus sur le déconfinement ou pas. Voilà, on verra comment ça se passe. Je sais pas si on se verra avant la fin de l'année. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les épreuves de 3C sont supprimées. Les résultats de vos épreuves devraient remonter. Donc peut-être qu'à la rentrée, alors on se verra pas parce qu'on sera encore en confinement, je pense, mais on saura déjà un petit peu plus sur la suite. On espère qu'on y verra plus clair. Alors, on va passer au grand B. Et puis ensuite, la semaine de la rentrée, on travaillera sur l'étude de cas. Le but là pour nous, c'est de finir le programme qui est déjà très vaste, très grand, et avec tous ces ralentissements, ça a compliqué un petit peu la donne. Alors, notre grand B, des espaces productifs en réseau. Avec une problématique, notre problématique, pourquoi les métropoles et les littoraux sont-ils des territoires clés pour les espaces productifs? Alors, il y a un mot clé qui va beaucoup être utilisé pendant ce cours, c'est celui de flux. Flux, vous l'avez dans votre manuel. Alors, les flux sont définis dans votre manuel comme des déplacements de biens déplacement de biens, au pluriel, de personnes, au pluriel, d'informations ou de capitaux de manière localisée, quantifiée ou assurée par des moyens de transport ou de communication. Donc cette définition de flux, elle est à noter dans votre cahier, et elle est à connaître par cœur. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose ici, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ces flux, c'est à la fois des flux matériels, mais ce sont aussi des flux idéels, c'est-à-dire qu'en fait les idées, elles circulent aussi, il y a des flux d'idées. Comme la mode c'est un courant d'idées, de perception sur la façon dont il faudrait s'habiller, ou dont on a envie de s'habiller, et qui circule, comme une information. Voilà, donc c'est aussi un flux, ce ne sont pas que des biens qui circulent. Et l'argent, l'essentiel des flux d'argent qui se font aujourd'hui par l'intermédiaire des cartes bancaires, par exemple, sont des flux complètement virtuels. Mais ce sont des flux qui, pour autant, sont bien réels. Vous voyez que finalement, l'idéalité peut être quelque chose de bien concret, même si elle est immatérielle. Bon, il y a quelque chose ici à gratter, mais l'important c'est que vous reteniez qu'on a ce déplacement de biens, de personnes, de produits, d'informations qu'on peut quantifier. Ça, c'est le flux. Petit 1, rentrons dans le vif du sujet. Petit 1, des flux croissants en lien avec les espaces productifs. Et les flux, ils sont croissants. Et pour montrer que les flux sont croissants, on va commencer par un premier point. Des flux de marchandises qui s'intensifient. Et pour étudier ces flux de marchandises qui sont en train de s'intensifier, je vous invite à ouvrir vos livres, page 181, on s'intéresse au document 1 de la page 181. On a quoi? On a sous les yeux ici un graphique. Alors, il est important que vous compreniez bien, ce graphique, ce sont les exportations mondiales en marchandises. Bon, il a des grosses lacunes. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que souvent les documents qu'on vous donne dans les manuels de séries technologiques qui sont moins aboutis que ceux des séries non technologiques, comme si je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins de sérieux dans la façon de présenter les documents. Bon, reste, ici on n'a pas la source, donc c'est dommage, parce que c'est bien d'avoir la source à partir de laquelle sont construits les documents. Là, on sait pas d'où viennent les données. Bon, qu'est-ce qui est représenté? Alors attention, il y a deux axes. Ici, celui qui est sur la gauche, qui est en rouge, il est exprimé en milliards, alors que sur la droite, de 0 à 100, on a ici un pourcentage. Donc on a à gauche une valeur absolue, à droite une valeur
relative, qui se relate, qui est rapportée à quelque chose. Et on observe quoi? On observe une courbe d'abord. La courbe, c'est celle des exportations mondiales de marchandises, donc elle est exprimée ici en milliards, alors que les produits agricoles, les combustibles, les produits miniers et les produits manufacturés, eux, ils sont représentés dans notre histogramme. Donc chacun de ces histogrammes, il fait 100%, ce qui nous permet d'évoluer quoi finalement? La distribution de ces exportations mondiales de marchandises. C'est-à-dire quel est le poids des produits agricoles, quel est le poids des combustibles et des produits miniers, et quel est le poids des produits manufacturés. Donc attention, évidemment, nos trois histogrammes, ils sont en valeur relative, donc ils font tous les trois 100%. Mais ces trois diagrammes en bâton ici, il faut bien prendre en compte que la quantité d'exportation n'est pas la même. En valeur absolue, ça fait toujours 100%, la totalité de ce qui a été exporté chaque année, mais on l'observe, la valeur de ce qui a été exporté est de plus en plus grande. Donc on a de l'information pour la courbe des exportations mondiales de marchandises qui va de 1950 à 2015. Et pour les histogrammes, on a que 3 données, 3 années qui servent ici de référence, 1950, 1992 et 2015. Bon, première chose qu'on observe, c'est l'évolution des exportations mondiales de marchandises. Et en un petit peu plus d'un demi-siècle, on se rend compte que la valeur totale des produits exportés s'est considérablement accrue. Le vrai tournant, c'est les années 1970. C'est là où la valeur ajoutée commence à décoller. Dans les années 80, on a une première crise pétrolière qui j'exagère un peu, mais on va pas rentrer dans les détails, mais donc dans les années 80, on a un petit ralentissement d'activité. Et puis, dans les années 90, ces exportations reprennent et elles s'accélèrent dans les années 2000 avant de se ralentir au tournant de la crise de 2008, c'est-à-dire qu'en fait on a un accroissement qui continuait à se projeter, à être de plus en plus grand, mais à ralentir en termes de valeur, ou avoir une vitesse d'accroissement plus faible. Donc on observe quoi? On observe finalement, et c'est ce qui mérite d'être noté dans notre cahier, c'est que sur les 40 dernières années, le commerce la valeur des produits de marchandises qui sont échangés, elle a augmenté. On pourrait même dire qu'elle a été multipliée par 8. Quand on regarde dans le détail de ce qui est échangé, dans les marchandises qui sont échangées, on a des produits agricoles, on a des combustibles et des produits miniers, puis on a aussi des produits manufacturés. Et on observe quoi? On observe que la part des produits manufacturés, elle s'est accrue, de même que celle des combustibles et des produits miniers. En fait, celle qui représente en valeur relative, attention, celle qui représente en valeur relative la part la plus faible, de plus en plus faible, ce sont les produits agricoles. Mais attention, en valeur relative, il y a bien toujours de plus en plus de produits agricoles qui sont exportés dans le monde. Mais, en valeur relative par rapport aux autres produits, on est sur quelque chose qui est de moins en moins important. Donc, le commerce de marchandises, il a été multiplié par 8 sur les 40 dernières années, il représente 75% des exportations aujourd'hui. Là, attention, le graphique, lui, il parle en valeur. Nous, là, je parle en quantité, et pas en valeur quand je parle de 75% des exportations. Alors, attention parce qu'il y a des dissymétries. L'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe, ces trois territoires, ces trois espaces, pour être un peu plus précis sur le vocabulaire, ils représentent 90% des échanges commerciaux à eux trois. En fait, ces trois grands pôles, qu'on appelle souvent la triade, ils représentent 90% des échanges commerciaux. Les 10% qui restent, c'est le reste du monde. La nouveauté, c'est qu'on peut observer aussi un poids de plus en plus important des pays émergents. Parmi les pays émergents, ceux qu'on cite souvent, ce sont les BRICS. Les BRICS, c'est un acronyme, en fait. B comme Brésil, R comme Russie, I comme Inde, C comme Chine, et S comme South Africa, Afrique du Sud. On l'a déjà évoqué, c'était un petit rappel. Deuxième point. L'explosion des flux liés aux services.
il n'y a pas que les flux de marchandises qui sont accrus. Quand on regarde la diapositive numéro 1, on se rend compte, maintenant que vous avez la diapositive sous les yeux, qu'on a aussi une augmentation des flux de services. C'est-à-dire qu'avec la télécommunication, les services ont connu une forte croissance. Une croissance d'ailleurs plus forte que celle des marchandises. Alors il y a quoi comme flux de services? Dans ces flux de services, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des flux qui sont liés à l'assurance, hein, c'est un service, on assure. On a les flux liés à la logistique, tout simplement, liés au transport, ou liés au tourisme. Hein. Le tourisme est un service. Et notamment les moyens de communication. Quand vous prenez l'avion pour vous rendre dans un lieu de vacances, il y a bien du tourisme, et il y a bien un flux ici de services. Donc, le tourisme dans le monde, vous en avez une carte, c'est la diapositive numéro 2 de ce lot, qui va avec le cours, qui vous permet de prendre conscience ici des espaces de tourisme dans le monde. Alors on le voit, on revoit nos 3 grands pôles qui se déplacent, puis on voit qu'il y a aussi un commerce vers d'autres destinations. Eh bien, cette carte sur les espaces du tourisme, que vous avez normalement vu dans votre scolarité au collège, eh bien, elle est à connaître. Hein. Évidemment, vous n'aurez pas d'épreuves de 3C complémentaires dessus, mais si vous en aviez eu, vous auriez pu tomber dessus. Et donc, c'est important pour vous de le connaître, et ça, on considérera l'année prochaine que c'est un acquis. Alors, les flux de services, ils sont liés aux télécommunications, je vous l'ai dit, et pour bien en prendre conscience, je vous invite à visionner la diapositive numéro 3. La diapositive numéro 3, c'est une photo qui a été prise en Inde, que vous avez sous les yeux. Ici, on est dans ce qu'on appelle un call center. En fait, vous voyez quoi? Vous voyez plein d'employés ici qui sont liés à un ordinateur, casque sur les oreilles avec un micro, et qui sont en train ici de fournir un service. Alors ça peut être des services très très divers. C'est-à-dire qu'en fait, certains vont parfois... Microsoft, par exemple, pendant longtemps a eu des call centers en Inde, et donc vous aviez des informaticiens qui débloquaient votre ordinateur à partir de leur ordinateur à eux. Vous en avez d'autres qui vont vous vendre des produits. Vous savez, quand vous faites appeler chez vous parfois, vous faites appeler à partir d'un call center. C'est un centre d'appel qui peut gérer des services, c'est-à-dire que c'est vous qui appelez pour avoir quelque chose, ou c'est eux qui peuvent vous appeler pour quelque chose. Il y a les deux. Eh bien, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le processus de flux de services, il s'est accéléré. Notamment parce que les call centers, C-A-2-L et center, comme center en anglais, C-E-N-T-E-R, eh bien, ils ont été délocalisés. Avant, vous aviez ces services à proximité, mais comme désormais, avec Internet, ça coûte pas beaucoup plus cher finalement de passer un appel longue distance que de passer un appel à proximité, eh bien, ça coûte moins cher aux entreprises d'avoir recours à des call centers qui sont à l'étranger plutôt que sur son propre territoire. La contrainte, c'est celle de la langue. Donc, par exemple, l'Inde étant un pays anglophone, vous pouvez avoir un call center qui peut débloquer les situations pour des États-Uniens, pour des Canadiens, pour des habitants du Royaume-Uni, des Irlandais, ou pour des Australiens par exemple. Donc, vous le placez en Inde, puisque l'Inde est un pays où de nombreuses personnes vont parler l'anglais, et ça marche. Troisième point. Des flux financiers en lien avec les espaces productifs. Nouvelle diapositive. On a ici un planisphère qui représente l'importance des investissements directs à l'étranger en pourcentage du total mondial entre 1990 et 2000. La carte est un peu vieille en termes de date, mais si on voulait l'actualiser, en fait, il faudrait revenir sur l'importance de la Chine, qui est aujourd'hui aussi importante au moins que celle des États-Unis. Alors, il y a les IDE sortants et les IDE entrants.
avant d'aller un petit peu plus loin, il faut revenir sur ce que sont les IDE. Les IDE, c'est quoi? Les IDE, ce sont les investissements directs à l'étranger. Vous avez la définition page 180 de votre livre, je vous invite à la recopier. Alors attention, c'est pas une définition rouge, c'est-à-dire qu'en théorie, elle n'est pas à connaître par cœur. Mais, évidemment, savoir ce que sont les IDE, c'est beaucoup plus simple. Et il faudrait, dans une copie, de toute façon, y compris l'année prochaine, développer ce que sont les IDE. Ces investissements directs à l'étranger, hein, qui sont des flux financiers qui vont d'un pays qui partent d'un pays ou qui arrivent d'un pays. Donc les IDE sortants, ce sont les flux d'investissement qui partent à l'étranger, et envers les IDE entrants, ceux qui viennent à destination d'un territoire. C'est-à-dire que ici, vous voyez que la Chine, par exemple, reçoit énormément d'investissements directs à l'étranger. Et dans l'intervalle 1990-2001, il y en avait peu qui étaient émis à destination de l'extérieur. La situation a changé puisque les IDE sortants, ils se sont accrus. Et je vous rappelle qu'ici, attention, hein, c'est en pourcentage du total mondial. On n'est pas sur des données en brut. On est sur des données qui sont des données relatives. Ça marche? Bon, qu'est-ce qui mérite d'être retenu ici, hein? On a vu des flux de marchandises qui s'intensifient, on a vu l'explosion des flux liés aux services, et là on parle des flux financiers en lien avec les espaces productifs. Eh bien on se rend compte, et c'est ce qu'il faut noter dans vos cahiers, que l'essentiel des flux de capitaux, il est d'abord en lien avec les IDE, les investissements directs à l'étranger, qui sont essentiellement émis par les très grandes entreprises, des entreprises qui ont des stratégies internationales. Ces entreprises, ce sont les firmes transnationales. Et ces firmes transnationales, avec le déploiement de la production à l'échelle mondiale, elles ont de plus en plus financiarisé, entre guillemets, leur production. Et elles émettent de plus en plus d'IDE. Pourquoi? Parce que elles vont produire à l'échelle mondiale. Vous fabriquez des voitures, enfin, ou plus dans votre quotidien des téléphones portables, et bien vous allez élaborer quelque part le produit, là où vous avez une main d'œuvre très qualifiée. Vous allez ensuite faire de l'assemblage dans les pays où la main d'œuvre est meilleur marché, vous allez aller acheter de la marchandise à droite à gauche, et donc vous avez une stratégie de déploiement de votre entreprise dans plusieurs pays, ce qui fait que vous allez envoyer de l'argent dans ces pays. Vous avez donc des IDE qui sont observables. Donc, ce qu'il faut ajouter dans son cahier, c'est qu'aujourd'hui, les pays émergents, ils ont aussi leurs propres firmes transnationales, qui se déploient elles aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on a du coup des flux financiers qui sont de plus en plus conséquents, et la capitalisation boursière, en fait, elle va finir par se concentrer sur certaines grandes places, alors même qu'il y en a certaines qui connaissent un développement. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je vous rappelle, alors évidemment je vais pas le faire pendant les vacances, mais à partir de la rentrée, vous pourrez m'appeler le mardi et le jeudi entre 10h et 13h pour me poser vos questions. Petit 2. On y est. Deuxième point, la métropolisation des espaces productifs. Métropolisation des espaces productifs. Parlons du premier point, des pôles privilégiés de la production des richesses. Les métropoles. Les métropoles, ce sont des lieux majeurs de la production. Alors je vous en avais parlé déjà précédemment, on a le GAWC qui classe les métropoles en fonction d'un indice qu'elles ont créé sur leur degré de mondialisation. Et on a 5 grandes métropoles qui se dégagent, hein, dans l'ordre: Londres, New York, Tokyo, Paris et Singapour. Je vous rappelle que ces 5 métropoles, hein, dans le classement du GAWC, elles sont à connaître par cœur. C'est un rappel. Vous les avez déjà appris normalement pour la première série des E3C. Alors,
les grandes métropoles, elles ont des PIB qui sont impressionnants. C'est-à-dire qu'elles produisent de la richesse. Si on s'intéresse par exemple à Tokyo, la métropole de Tokyo, on estime qu'elle produit par an 1617 milliards de dollars. 1617 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la Corée du Sud en 2018. Ce qui placerait la seule métropole de Tokyo, si elle était un État, à la 12e place du classement mondial des PIB par État. Pour vous donner un ordre d'idée, vous dire combien elle est importante. New York, c'est 1403 milliards de dollars. Bon, Paris est en dessous, avec 715 milliards de dollars. Mais c'est déjà une somme, un PIB qui est en soi impressionnant. Alors, vous devez normalement connaître les 10 premiers PIB au monde. Enfin, le classement des 10 premières puissances au monde en regard de leur PIB. Alors, je vous les donne, puisqu'elles sont à connaître en théorie par cœur. Donc, le plus gros PIB, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le deuxième, c'est la Chine. Le troisième, c'est le Japon. Le quatrième, l'Allemagne. Le cinquième, c'est le Royaume-Uni. Le sixième, c'est la France. Le septième, c'est l'Inde. Le huitième, c'est le Brésil. Le neuvième, c'est le Canada. La Russie, pour la petite histoire, elle occupe la 11e place. Enfin non, je vous dis des bêtises, pardon. La Russie est bien 10e. Les statistiques que je vous cite, la référence statistique ici, ce sont les données du Fonds monétaire international. En fait, la Russie serait 11e si on intégrait l'Union européenne dans la donnée. En fait, l'Union européenne, est-ce qu'elle va survivre à la crise du coronavirus? J'en sais rien, mais c'est pas un État en soi, l'Union européenne, c'est une union de plusieurs États. Et en fait, si on s'intéressait au poids que représente cette union, eh bien, l'Union européenne arriverait à la 2e place des pays en tant que on regarde de leur PIB. Mais attention, l'Union européenne n'est pas un pays. Qu'est-ce qui est produit dans ce calcul? L'agriculture est inclus dedans. Et puis l'industrie, les services, dont le secteur touristique. Je vous ai parlé de l'importance du secteur du tourisme. On a parlé de la métropole de Paris. On a dit que Paris, son PIB, c'est 715 milliards de dollars par an. Eh bien, pour la seule ville de Paris, c'est 21,5 milliards de dollars. Le poids du tourisme. Donc imaginez, pour la métropole de Paris, le manque à gagner cette année, en termes de PIB. Alors c'est pas que pour Paris, c'est pour toutes les grandes métropoles au monde, à partir du moment où on arrête de voyager, où tout le monde est confiné. C'est-à-dire que là, évidemment, l'impact sur le PIB lié au tourisme, tout le monde est capable de le comprendre avec la crise du coronavirus. Et quand je vous dis que pour Paris c'est 21,5 milliards de dollars, on se dit ah oui, ça fait quand même beaucoup d'argent qui disparaît de la circulation. Enfin, qui disparaît, tout est relatif. Deuxième point, des entités puissantes. L'attraction des métropoles, elle est liée à leurs équipements. Alors les équipements, c'est quoi? Ce sont les infrastructures de transport, ce sont les équipements qu'elles offrent, la diversité culturelle, le niveau de formation. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur des villes, on a des réseaux de métro, de bus, d'autres moyens de transport, des tramways, on a des équipements, c'est-à-dire qu'en fait on a des piscines, on a des stades de sport, on a des bibliothèques, on a des spectacles culturels qui ont lieu dans des théâtres. Donc il y a des théâtres publics, il y a aussi des théâtres privés, et donc cette diversité culturelle, c'est le nombre de spectacles aussi qui peuvent y avoir lieu, d'expositions, de peintures, de sculptures, etc. Et puis les formations, c'est ce qui a lieu, ce qui a trait entre guillemets principalement aux études supérieures, au niveau des universités, des grandes écoles qui sont présentes. Et donc plus il y a de tout ça, plus la métropole elle est effectivement
attractive, plus elle attire les gens, ou plus le nom, ou formulons ça avec des termes simples, plus il y a de gens qui ont envie d'aller habiter dans ces métropoles. Et c'est ce qui caractérise leur attraction. Nos métropoles, elles sont au cœur des réseaux. Et elles font tout pour rester au cœur des réseaux. Et elles font tout pour même occuper une place encore plus intéressante dans le réseau. Comment ? Eh bien en investissant. En investissant d'abord dans leurs équipements. Plus on va investir dans son équipement de transport, plus on va être attractif. Plus on va avoir par exemple des hôpitaux bien servis, plus il y a de gens qui vont dire après tout c'est intéressant d'être là, on va être bien soigné, on va avoir plein de spectacles, on va avoir des transports contemporains, modernes, une bonne qualité de vie, tout ça attire les gens, mais ça n'attire pas que les gens, parce que ça attire aussi les entreprises. Si vous avez des gens très cultivés, si vous avez des gens qui ont un haut niveau de formation, qui vivent dans ces métropoles, vous allez attirer aussi les entreprises qui ont besoin de cette main-d'œuvre hautement qualifiée. Donc, finalement, plus votre métropole est attractive pour les gens, plus elle l'est aussi pour les entreprises, qui vont du coup investir davantage dans cette métropole. Vous comprenez le mécanique, j'espère que j'arrive à vous illustrer le dynamisme lié à ce cercle vertueux d'attractivité des métropoles, qui peut s'inverser du jour au lendemain presque, j'exagère, mais on a aujourd'hui des métropoles qui connaissent la crise et qui sont devenues des villes rouillées dans la littérature géographique. Par exemple, la ville de Detroit aux États-Unis, à partir du moment où le marché de la construction automobile s'est écroulé et que Detroit était l'une de ces villes qui fabriquait énormément de voitures, eh bien la ville s'est arrêtée et la métropole a perdu de son attractivité. Donc, il y a une attractivité ce qu'il faut noter dans vos cahiers, c'est qu'il y a une attractivité de ces grandes métropoles qui s'exerce sur les personnes et sur les entreprises, dont les firmes transnationales, qui on l'a vu, ont une capacité d'investissement encore plus grande que nous. Les centres de recherche et les universités, ils travaillent aussi de plus en plus en commun. Voilà pourquoi la métropolisation des espaces productifs est bien en lien avec fait bien des métropoles, des entités puissantes. C'était notre deuxième point. Le troisième point, la diversité des espaces productifs métropolitains. La diversité des espaces productifs métropolitains. C'est notre troisième point. Bon, 3 diapositives. Voyageons un petit peu, on est en plein confinement, alors on va sortir de chez nous, on va aller à New York d'abord. Donc vous avez ici 3 cartes. Alors, ce sont les diapositives 5, 6 et 7. Ces 3 diapositives, elles permettent de parler de l'organisation de ces métropoles. Dans ces 3 grandes métropoles, je vous invite à regarder la légende, et vous verrez qu'il y a des points communs. Les points communs, c'est qu'on a d'abord un centre-ville qui est présent, et ce centre-ville, c'est le cœur politique et économique. Donc, si vous regardez bien, on voit cette ville-centre. C'est vrai pour New York, c'est vrai pour Shanghai, c'est vrai pour Tokyo. Avec le développement de quartiers des affaires, qu'on appelle dans la géographie anglo-saxonne les CBD, CBD en français, CBD. Ça veut dire quoi CBD? En fait, c'est Central Business District. Et donc, il y a dans ces quartiers des affaires, et si on prend le cas de New York, on va retrouver le quartier de Manhattan, l'îlot de Manhattan, plus la péninsule de... Bref, on retrouve Manhattan et notamment Wall Street, la rue mûre, liée à ces grands immeubles, qui est le cœur boursier de New York, mais aussi le cœur boursier du monde. Alors attention, petit rappel, vous devez aussi connaître les principales places boursières au monde. Alors les principales places boursières au monde,
vous les retrouverez dans votre en lien dans les diapositives. Alors en périphérie, ça c'était le centre-ville. En périphérie, on a aussi le développement de clusters. Alors clusters, on a beaucoup entendu le mot en ce moment, sauf qu'on l'employait pour parler des foyers épidémiologiques. Bon, là, quand en géographie on utilise le terme de cluster, c'est pas pour parler de foyers épidémiologiques. En fait, ces clusters, ce sont des territoires qui se spécialisent dans un même domaine d'activité. Donc en périphérie, on a le développement de clusters. Un exemple concret. L'exemple concret, ça serait celui de la Silicon Valley, qui se déploie entre San Francisco et San Diego, sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, et qui est un vaste territoire qui s'est spécialisé ici dans... Alors, pourquoi Silicon Valley? Parce que le silicone, c'est celui avec lequel on faisait les pièces des circuits micro-intégrés, et donc on est dans l'industrie de très haute technologie. Donc en périphérie, on a le développement de clusters, on a aussi le développement de technopoles, qui est à remarquer. Les technopoles, ce sont des territoires où se concentrent des activités de haute technologie. En fait, il y a un binôme dans les technopoles, un binôme entre les industriels qui produisent de la haute technologie et des centres de recherche qui mettent au point des processus, des procédés de fabrication ou des composants qui vont servir cette industrie des hautes technologies. On a un binôme, hein, et donc se développent des technopoles. C'est un peu exagéré parce qu'il y a une différence entre le technopole et le technopôle. On parle aussi maintenant de parc technologique, c'est encore un petit peu plus. Donc en périphérie, on a des développements de clusters, ce que vous avez noté dans votre cahier, des développements de technopoles, et puis on a aussi, et c'est ce que les trois croquis vous permettent d'apprécier pour New York, Shanghai et Tokyo, des zones industrielles. Des zones industrielles qui se développent, le tout étant relié évidemment par un réseau de transport, mais en périphérie, on a aussi des équipements de transport particuliers que sont d'abord les ports. Pourquoi? Parce que ces trois villes ont en commun d'être des villes portuaires et des aéroports, puisqu'aujourd'hui la connexion elle est aussi assurée par l'élément aérien. Enfin, notons qu'en périphérie se développent aussi des parcs touristiques. Le loisir fait partie du développement de ces grands espaces métropolitains. On passe à la dernière partie. Petit 3. Des espaces productifs de plus en plus littoralisés. Premier point, le poids de la littoralisation. Alors, nouvelle diapositive, c'est la diapositive numéro 9. Cette diapositive, elle illustre les densités dans le monde. Bon, normalement, la carte des densités dans le monde, elle se rapproche évidemment de la carte des foyers de population dans le monde, une carte qui vous est familière depuis la 6e, normalement, que vous avez revue en seconde, donc là, on est dans quelque chose que vous avez déjà étudié, qui vous fait pas peur. Mais, nous, on va affiner notre analyse. On parle ici du poids de la littoralisation. Et donc, évidemment, si je demandais où se concentre l'essentiel des hommes dans le monde, sans attendre une réponse qui est ils sont en Asie, la réponse ça serait par rapport à notre littoralisation. Et on observe quoi? On observe que beaucoup d'hommes vivent à proximité des littoraux et que l'intérieur des terres est moins peuplé que n'est la proximité aux littoraux. Alors un chiffre simple à retenir pour vous. 4 hommes sur 10 vivent à moins de 60 km d'un littoral. Ça c'est facile à noter dans un cahier, et c'est facile à retenir. Pourquoi? Parce que 10 moins 4 égale 6. Vous voyez la mécanique pour retenir? Donc 4, 10, 6, alors attention c'est pas 6 km, c'est 60 km, mais on peut donner un sens à cette suite numérique pour bien la retenir. Donc c'est important, 4 hommes sur 10 vivent à moins de 60 km d'un littoral. En fait, on a une concentration des hommes, des biens et des activités le long du littoral qui est importante. Et c'est justement la définition du terme littoralisation.
La littoralisation, c'est quoi? C'est la concentration des hommes, des biens et des activités le long des littoraux. Alors attention, le long, c'est pas 1 kilomètre, hein. C'est une vaste bande qui peut atteindre les 50 km. Pourquoi? Parce que 50 km en voiture grâce à une autoroute, c'est moins d'une demi-heure. Les littoraux, ce sont des lieux d'activité. Alors, l'activité, elle est ancienne. Pourquoi aller sur le littoral? Parce qu'on peut y pêcher, par exemple. Ça, c'est un lieu d'activité ancien. L'activité moderne, ça y serait par exemple le tourisme. Les littoraux, aujourd'hui, attirent énormément de touristes. Le document 2 de la page 177 illustre par exemple ces flux touristiques. C'est ça, et les transports en fait à Dubaï et le poids du littoral sur la concentration des grands projets immobiliers avec des images que vous avez sans doute en tête de ces grands complexes hôteliers qui sont construits dans le gigantisme là-bas. Deuxième point, des lieux hyper connectés. Des lieux hyper connectés. La diapositive suivante, la diapositive numéro 10, est une modélisation de l'importance des villes portuaires sur les littoraux et des métropoles portuaires sur les littoraux. En fait, les grands ports, vous le voyez, et c'est ce qu'on note dans notre cahier, les grands ports, ils agissent comme des centres de redistribution des flux de marchandises. Ils remplissent un rôle. Le rôle, c'est celui d'être des interfaces entre un arrière-pays, qu'on appelle souvent l'interland, vous l'avez noté dans votre diapositive, et l'avant-pays, l'horizon, ce qu'il y a au-delà de la mer, qu'on appelle aussi le foreland en géographie. Donc, il fait le rôle d'interface. Vous avez dans votre manuel, le document 1 de la page 179, on revient ici sur le port à conteneurs de Hong Kong, et vous vous rendez bien compte ici de l'importance, au vu du nombre de conteneurs qui sont présents, de ces ports dans les échanges internationaux. Donc autour des grands ports, finalement, et des métropoles portuaires vont se développer des grandes façades maritimes. Et ces grandes façades maritimes, elles ont un rôle important. Elles ont un rôle d'autant plus important que dans le monde aujourd'hui, 90% du commerce mondial, il passe par les mers et les océans. C'est-à-dire que les échanges de marchandises, les échanges concrets, ils passent par l'espace maritime. Et l'espace maritime, le bateau, il a bien besoin d'accoster quelque part. Et c'est un processus qui s'est accru avec la conteneurisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flux de marchandises, ils passent par des conteneurs, qui sont comme des briques au Lego qu'on peut assembler les unes par-dessus aux autres et qu'on peut faire passer d'un moyen de transport à un autre, d'un bateau à un train ou à un camion. Nota bene, vous devez connaître les 5 premiers ports et aéroports mondiaux. Alors, c'est l'activité que vous aurez à faire pendant les vacances, finalement. Vous prendrez un fond de carte du monde, et puis sur ce fond de carte du monde, qui vous est donné avec la diapositive suivante, vous l'avez en PDF, vous pourrez le télécharger, vous reporterez les 5 premiers ports. Alors, les 5 premiers ports, on a Ningbo Zhoushan en Chine, on a Shanghai en Chine, on a Singapour, on a Tianjin en Chine, et on a Taikang en Chine. Donc, les 5 premiers ports au monde, ils sont en Asie, et 4 des 5 sont en Chine. Quand j'avais votre âge, les premiers ports au monde, ils étaient en Europe. Donc il y a eu un sacré inversement des flux. Et le pôle asiatique attire vers lui des flux. Les aéroports, le plus grand aéroport au monde. Alors attention, ce sont les... Ici, on s'intéresse aux aéroports mondiaux. Et donc le premier, c'est celui d'Atlanta. Le deuxième, donc aux États-Unis d'Amérique. Le deuxième, c'est à Pékin, en Chine. Le troisième, il est à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.
Le quatrième, il est à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, et le dernier, il est à Tokyo. Tokyo, c'est au Japon. Donc là, il y a une petite nuance. La petite nuance, c'est Dubaï. Pourquoi ? Parce que Dubaï, c'est devenu un hub qui redistribue l'essentiel des flux, et donc les avions convergent vers eux dans leur route vers entre l'Europe et l'Asie. Dernier point, finissons-en. Des espaces littoraux industrialisés. Les littoraux, ce sont des lieux privilégiés pour l'industrie. Pourquoi ? Il y a des ports qui sont présents qui permettent d'exporter les marchandises ou de faire venir des matières premières. Et donc le long des littoraux, c'est plus facile entre guillemets de mettre en place une politique de production industrielle. Se sont donc développés à proximité des ports des zones industrialo-portuaires, qu'on appelle souvent du raccourci ZIP. Ces zones industrialo-portuaires sont très nombreuses en Asie, notamment au Japon, où se sont construits c'est-à-dire que la diapositive numéro 12 illustre cela. Au Japon, on a même construit des terre-pleins. On est ici sur une diapositive qui a été prise, voilà. Je cherche à Yokohama. Vous voyez ces traits du littoral qui sont très géométriques. Finalement, on est sur des terre-pleins, des espaces qui ont été gagnés sur la mer. On a construit sur la mer. C'est pas le vrai littoral, c'est un littoral artificialisé en grande partie. Et qui fait quoi ? Qui est dédié à des zones portuaires, vous voyez au premier plan ici. Et puis on a des espaces de production, vous voyez à l'arrière-plan. On a même un aéroport, donc un échangeur qui traverse carrément la baie de Yokohama. On est ici dans une artificialisation très grande du littoral qui est dédiée à la production industrielle, de même qu'à l'arrivée des matières premières, y compris les matières énergétiques pétrolières. Donc en Asie, au Japon, on en a énormément de terre-pleins. Lieu privilégié pour l'industrie également, parce que s'y développent des zones franches. Si on prend l'exemple de Singapour, c'est une vaste zone franche qui a décidé, pour capter les flux industriels, de limiter la taxation des stocks qui sont fournis par les entreprises. Si on prend l'exemple de la Chine, on a eu une industrialisation qui s'est faite sur les littoraux. Les premières zones économiques spéciales, c'est-à-dire les premières villes auxquelles on a accepté que des capitaux étrangers puissent être investis dans l'industrie, l'ont été pour des villes du littoral, les zones économiques spéciales. Elles sont illustrées, c'est la diapositive numéro 13 qui revient sur le déploiement de l'ouverture économique de la Chine, et elle s'est faite d'abord sur les littoraux. Enfin, pour parler des espaces littoraux industrialisés, notons leur intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont plus ouvertes et qu'on y retrouve historiquement des anciennes grandes villes qui sont pour certaines devenues des métropoles. Et c'est finalement dans cette utilisation de l'espace que se sont développées des grandes façades maritimes. Alors, les grandes façades maritimes, vous en avez un schéma, c'est le document 15 qui revient sur les grandes façades maritimes présentes dans le monde. Donc on en a 4 grandes, celle de l'Asie orientale, on a celle de la façade du nord-ouest de l'Europe, la Northern Range, on va y revenir, la façade atlantique de l'Amérique du Nord et la façade pacifique. On pourrait en rajouter d'autres si on voulait agrandir les choses. Et puis, moi je vous invite à faire un zoom sur l'ancienne très grande façade maritime qui était la Northern Range. En fait, entre la Manche et la mer du Nord, on a une immense interface ici, une façade maritime qui s'est déployée avec plusieurs métropoles qui sont en connexion les unes avec les autres. Voilà, on a fini pour ce cours sur les espaces productifs. On a fini pour la partie court. Voilà, comme ça c'est rigolo, court. Et on attaquera la partie sur documents à la rentrée, et nous parlerons de... Alors au choix, on avait 2 choix dans le programme qui nous était donné. Soit on parlait
de Rotterdam, un espace industriel-portuaire européen de dimension internationale, soit on parlait des espaces des industries aéronautiques et aérospatiales européennes, et on reviendra plutôt sur les industries aéronautiques et aérospatiales européennes. Je vous souhaite des très bons congés, et je vous dis à bientôt.